Eh ben, bonjour à tous again. Je suis Pascal Aurien, je suis enseignant-chercheur prof à Télécom Paris, comme on dit, et aussi cofondateur d'une vieille société, parce qu'elle a 17 ans, qui s'appelle Ethertrust, qui est toujours restée petite. Et donc, je vais vous parler d'Internet of Secure Element. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Internet of Secure Element? D'abord, c'est toujours un plaisir, un, de revenir à Marseille, parce qu'avec le Covid, les temps ont été difficiles, et deux, de parler en français, parce que finalement, on ne parle jamais en français. C'est pour ça que les slides sont en anglais, mais ça fait plaisir de temps en temps de, de parler français. Donc, j'ai jamais parlé en français sur cette technologie. Étonnant quand même. Bon, et donc, ça, c'est le résumé de la présentation, au stade vraiment très résumé, qui est pourquoi on veut connecter des Secure Elements à Internet. Autrement dit, les puces de carte à puce, c'est des Secure Elements, parce qu'on veut offrir des ressources cryptographiques online. Et donc, très important, on veut les identifier par des uniformes ressources identifiers, autrement dit, des trucs qui ressemblent à des URL, mais qui auraient vraiment la signification d'être un identifiant de la ressource sur Internet. Et la grosse motivation à ça, c'est que dans le monde de la sécurité, malgré tout, les Secure Elements ont les, les évaluations au sens critères communs qui sont les plus élevées. J'ai vu que certaines machines Java maintenant sont évaluées à 7, sachant que le maximum c'est 7. Après, il y a toujours une part de marketing dans ce genre de choses. Ça dépend ce que vous évaluez à 7. Donc ça, c'est l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire ce qu'on appelle des key stores, ou plus généralement ce qu'on appelle des key management systems. Autrement dit, c'est des boîtes à clés qu'on diffuse sur Internet. On peut faire ce que j'appelle des personal hardware secure modules, mais qui sont multitenantes. En gros, le HSM, c'est quelque chose qui va revenir dans l'exposé. Le HSM, finalement, quand vous voulez dans un data center, donc pour parler français, quand vous voulez quelque chose de sécurisé dans le data center, que ce soit pour des applications bancaires, pour des applications de serveurs web ou pour des applications de santé, vous allez, bon an, mal an, utiliser des boîtes à clés qui sont stockées dans euh, des cartes électroniques durcies qu'on appelle des HSM, Hardware Secure Module, et qui sont vendus assez cher. On peut faire du crypto offloading. Le crypto offloading, c'est une des premières applications du HSM, on va dire, classique. Et on peut aussi durcir l'Internet des objets. C'est un peu jouer sur les mots, mais ça reste le même principe. Donc, créer des objets de confiance. Alors là, sur à côté, il y a une petite citation de Ross Anderson, qui est un prof à la retraite maintenant, qui a écrit un bouquin sur la sécurité qui s'appelle Security Engineering et qui dit que aujourd'hui, les HSM se concentrent dans les mains des Azure, Amazon et autres GAFA, et que finalement, le futur de ce genre de choses, et qui est une technologie assez âgée et assez propriétaire, ça risque d'être les cryptochips, autrement dit, des puces dédiées à la cryptographie. Donc voilà, on résume ce qu'on veut essayer de faire. On veut mettre des secure elements sur Internet et on veut que ces secure elements soient accessibles euh, par des technologies communes sur Internet. Bon, alors juste là, je vais être court. Quand vous parlez d'éléments sécurisés, le maître mot, c'est APDU, Application Protocol Data Unit. Et ça veut dire que bon an, mal an, toutes les applications que vous écrivez, que ce soit des applications de carte SIM, que ce soit des applications bancaires, que ce soit des applications d'identité pour les passeports, que ce soit des applications pour les boîtes à clés comme le PKCS11, vous ramenez à une interface qui est décrite par des octets, série d'octets, qu'on appelle les APDU. Et pour tout arranger, il y a plusieurs protocoles de transport, des protocoles en contact et des protocoles sans contact. Donc, vu du monde extérieur, c'est pas Internet, c'est difficile. Et alors, si on regarde maintenant le nombre de Secure Elements qui sont produits par an, ils sont produits 10 milliards. Et mon ami Guy Pujol, qui lui est plutôt des réseaux, m'a dit que l'équivalent, l'autre puce qui se fabrique à ce niveau-là, c'est les puces pour le Wi-Fi.
Donc, on fabrique aussi 10 milliards de puces Wi-Fi par an. C'est le modèle de. Ça veut dire que quand vous regardez l'industrie des semi-conducteurs, des Secure-Elements, les Secure-Elements ayant été inventés en France, faire ça, c'est loin. Ça reste quand même la carte à puce, une invention française. Il y a eu une société pas loin d'ici, il y a eu un parc territoire. Oui. Et bon, maintenant, il n'en reste plus beaucoup, elles se sont concentrées. Et donc, il y en a 10 millions. Et sur ces 10 millions, il y a sur 10 milliards, pardon. Et sur ces 10 milliards, il y a 6 milliards de Java Card, sachant que la Java Card a été inventée par un polytechnicien qui s'appelait Bertrand Ducastel, son équipe de recherche à Austin, Texas. Enfin, il était quand même polytechnicien et titulaire d'une thèse de Pierre et Marie Curie. Et donc, ça veut dire que vous avez des puces sécurisées, vous en avez, et avec un modèle de programmation qui est largement diffusé, qui s'appelle le langage Java. Donc ça, c'est juste pour illustrer mon propos. Donc ça, c'est bon. Alors, ce qu'il y a de particulier dans l'ISO 7816, qui est le mode contact, c'est qu'il n'y a qu'une seule patte d'entrée-sortie. Donc c'est une liaison série, mais il n'y a pas le TX et il n'y a pas le RX. De temps à autre, RX, il devient TX et réciproquement. Et donc, on transmet sur cette liaison des bits série, comme on apprend aux étudiants. Donc ça, c'est une requête et ça, c'est une réponse. Donc c'est avant tout, quand on veut le déployer dans des dispositifs, on va surtout privilégier le mode contact. C'est avant tout une liaison série, mais sur une seule patte. Et puis aussi, et ça interviendra plus tard, quand on applique un reset physique sur la puce, on collecte une suite d'informations qui décrivent en gros les vitesses maximum série sur laquelle la puce peut fonctionner. Et on peut négocier ce protocole par quelque chose qu'on appelle le protocole Type Selection qui a été inventé pas loin d'ici à La Ciotat. Bref, voilà, ça c'est donc quelque chose de bon qui reste quand même assez confidentiel. Alors, il y a de nouvelles générations de ces puces sécurisées qui existent. Il y en a chez Samsung, il y en a chez ST Microelectronics, qui sont des processeurs ARM qui peuvent avoir jusqu'à 50 kg de mémoire RAM, et puis qui, bien sûr, utilisent les protocoles classiques, mais également de nouveaux protocoles comme Serial Programming Interface, qui est un protocole de communication qu'on utilise essentiellement euh, dans l'électronique embarquée. On sert aussi pour flasher les objets. Et un autre truc qui est inventé par NXP, par Philips, qui s'appelle I2C, qui est un protocole qui permet d'avoir des communications sur des bus. Donc, ça permet de donner aux puces une adresse et de communiquer sur un réseau en mode bus. Bon, et puis, il y a autour de la carte SIM, il y a le fait que, d'une part, on fait des SIM soudés, et d'autre part, ça, c'est le embedded SIM. J'ai tendance à les confondre. Et dans le integrated SIM, au contraire, on va intégrer les masques des Secure Elements directement dans les chips. Mais d'un point de vue logique, on bute toujours sur le fait que l'interface et les applications existantes est décrite par des APDU. Et que donc, quand vous voulez vous connecter à l'Internet, ça pose problème. Parce que vous n'avez pas de moyen de communiquer avec l'Internet, donc il faut ajouter des trucs. Donc, c'est quoi notre approche? Bon, d'abord, il faut dire que dans le passé, j'ai déjà commencé à travailler sur ça dans les années 2000, donc c'est pas d'hier. Et chez CP8, on avait donc fabriqué un serveur HTTP dans les cartes à puce de l'époque. Le serveur, il devait y avoir, faisait 3,5 kg de code et il y avait 3,5 kg pour les données, mais c'était suffisant pour processer du HTTP à un certain sens. Donc, l'idée de base de la technologie, on va utiliser TLS 1.3, on a eu un exposé ce matin qui en parlait, mais on va l'adapter au sens où on va utiliser un profil qu'on appelle TLS SE pour Secure Element, pour que ce soit intégré dans une Java Card. Donc, le profil de quelque chose comme ça en code, c'est 10 kilos et en mémoire, c'est 600 octets, un truc comme ça. On va utiliser pour les nommer quelque chose qu'on appelle le Secure Element Name, qui est importé de la technologie TLS, et en fait qui est utilisé comme adresse de routage. C'est un truc qu'on va rencontrer assez souvent dans le talk. Donc, à partir de là, on va pouvoir définir des uniformes ressources identifieurs. Et parce que les puces actuelles, dans leur
Operating system, c'est quelque chose qui marche en question-réponse. Et donc, c'est ce qu'on appelle un operating system, si on peut appeler ça comme ça, qui est non préemptif, c'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il ne fait pas autre chose. Donc, ça ne sert à rien d'interroger. Quand vous demandez à votre carte bancaire de faire un calcul de cryptogramme, elle ne fait pas autre chose et elle ne répond plus à rien. Ce n'est pas un système multitâche. Alors, si on veut intégrer ça dans l'Internet, on va être confronté au problème du multitâche. Donc, c'est pour ça que dans l'état actuel de la technologie, on va utiliser un petit processeur qu'on appelle le Secure Element Processor. Et l'effort, c'est de dire il faut que la technologie soit ouverte. Donc, les processeurs qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle des Arduino. Pourquoi Arduino? Parce que c'est enseigné dans le monde entier et qu'une fois que vous avez fait un driver ISO 7816 pour Arduino, tous les étudiants du monde entier vont pouvoir se servir de ça en sachant qu'un Arduino, ça peut être un processeur ARM, ça peut être un processeur AVR, ça peut être un STM32. Le modèle Arduino, ça veut simplement dire que vous avez une interface qui vous permet de développer du code embarqué sans tout comprendre, avec un modèle en C et des bibliothèques. Le monde entier fait des bibliothèques pour Arduino. Alors, quand vous servez de TLSSE, côté client, on peut penser pour l'identification à un autre secure element qu'on appelle le TLS Identity Model ou TLS-IM. Et puis enfin, pour transporter des APDU, parce qu'il en faut surtout dans ce modèle-là pour charger les applications à distance. On a développé dans le passé un protocole qui s'appelle RAX et qu'on a mis à jour. Donc, je résume ce que je vais vous présenter. Donc, vous avez le modèle, c'est qu'on a ce qu'on appelle un serveur TLS front, donc de face à Internet, qui est connecté à un client, un vrai client TLS, que la sécurité de cette connexion peut être sécurisée par un module qu'on appelle le TLS-IM, et qu'on peut en plus utiliser quelque chose que j'avais présenté à Musec 2018, qu'on appelle un crypto-terminal, pour sécuriser un peu comme un terminal bancaire, pour débloquer vos procédures de contrôle par un PIN code. Et donc, dans nos cartes à puces, on va avoir du TLS-SE, où chaque puce va être nommée par le nom d'un serveur. Ça, c'est importé de TLS, c'est ce qu'on appelle les server names. Et le routage va se faire dans le fait que le premier paquet TLS va contenir le nom du serveur TLS avec lequel on va communiquer. Cette technologie-là est déployée aujourd'hui dans tout l'Internet. En fait, beaucoup de communications dans l'Internet sont faites comme ça. Vous avez un serveur qui est une interface TLS, puisqu'on est all encrypted, donc en fait, l'Internet protocolaire aujourd'hui, c'est TLS. Ce qu'il y a au-dessus, finalement, peu importe, c'est plus de l'Internet. Au-dessus, c'est ce qu'il y a derrière. Et donc, ce TLS front serveur, quand il voit donc que vous ouvrez une communication avec un serveur nommé, va le chercher. Alors, il peut être virtuel, il peut être physique, ça peut être du TCP, mais ça peut être dans des machines virtuelles, et va communiquer avec lui. C'est ce modèle-là qu'on va déployer sur l'Internet. Et sur le côté APDU, pour garder le transport mais des APDU, on va se servir de RAX, qui lui est un modèle développé au-dessus de TLS aussi, mais qui lui sert à transporter des APDU. Pourquoi? Parce que tous les protocoles de chargement de code sont conformes à une norme qui s'appelle Global Platform, et que Global Platform, c'est des APDU. Et qu'on a besoin de pouvoir déployer mais des applications on demande, c'est super important. Parce que le modèle, c'est vous voulez déployer une application quelque part dans un data center, vous allez utiliser un service provider qui va déployer une application et après, il va vous la transférer pour une pure communication Internet, qui est détaillée plus tard. Donc, ça vous fait un modèle comme ça. D'un côté, vous êtes TLS, donc là, vous êtes full Internet. Un côté, vous êtes des APDU, parce qu'au bout du compte, dans l'état actuel, vous êtes APDU. Et de l'autre côté, vous êtes des APDU transportés au-dessus de TLS avec des certificats. Et ça, c'est utilisé pour le chargement des applications. Voilà, alors juste sur TLS 1.3, comme on a parlé. Donc TLS 1.3, c'est quelque chose qui est né en 2018, donc juste avant le dernier Amusec auquel j'étais venu. Donc TLS 1.3 est très différent des versions précédentes 1.0, 1.1, 1.2. D'abord parce que TLS a appris de ses erreurs. Donc TLS s'est terminé par beaucoup de problèmes cryptographiques, les protocoles affaiblis, des erreurs de design. Et donc, finalement, il a été durci, des erreurs de privacy aussi. Par exemple, le certificat du client n'était pas chiffré. Dans TLS 1.2, le certificat client est en clair. Il y a un problème de privacy. Vous émettez votre idée en clair. Dans TLS 1.3, il y a un seul paquet qui est en clair. C'est ce qu'on appelle le paquet émis par le client. Et même dans ce paquet, qui comporte le server name de manière optionnelle,
il y a des projets en cours pour chiffrer le serveur name. Par exemple, des pays comme la Chine s'opposent au chiffrement du serveur name dans les paquets TLS parce que les VPN TLS, justement, utilisent cet attribut pour le routage. Donc, si vous connaissez le serveur name, vous savez avec qui va communiquer le VPN derrière. Mais dans un futur très proche, le serveur name, qui est un des éléments de privacy qui apparaît encore, sera chiffré aussi. Donc, on utilise des échanges de Diffie-Hellman. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque échange, c'est ce qu'on appelle le perfect forward privacy. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, si vous connaissez la clé privée du serveur, vous pouvez faire le reverse engineering, vous pouvez décoder en temps réel les échanges sur TLS. Et cette chose est très utilisée par les administrateurs. Donc, beaucoup d'entreprises sont opposées au fait qu'on rafraîchisse les clés à chaque échange et qu'il n'y ait pas de moyen de traçage, de traçabilité directe. Donc, on peut authentifier les échanges de Diffie-Hellman par des certificats et aussi par une pressure key, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, une clé partagée de 256 bits, donc quelque chose qui est solide. Et enfin, il y a un mode sans Diffie-Hellman, mais en pressure key, qui est le mode, on va dire, symétrique absolu, qui a été laissé là pour l'Internet of Things en disant que c'était difficile de faire du Diffie-Hellman sur les systèmes embarqués, ce qui n'est pas forcément vrai. Et puis, on a un Secure Channel qui est basé sur de l'Authenticated Encryption and Associated Data. Donc, c'est des Secure Channels qui sont prouvés. Et donc, on a une cryptographie sur le canal qui est solide. Nous, on s'est focalisé sur l'échange Diffie-Hellman avec authentification par pressure key. Donc là, c'est l'illustration de l'échange. Donc, alors, certaines procédures, comme je l'ai dit, peuvent être générées par un module de sécurité. Et dans votre carte à puce serveur, c'est du TLS serveur. Donc, et quand on veut protéger les échanges en mode pressure key, il y a deux procédures qui tiennent compte d'une part du pressure key et de l'autre part du secret de Diffie-Hellman et qui vont manipuler les dérivés du pressure key qui sont nécessaires. Et ça, on va le réaliser dans un module qui est TLS-IM. Bon, TLS-SE, c'est simple à décrire. C'est du TLS 1.3 dans lequel on a choisi un mode pressure key, donc une clé d'authentification de 256 bits, avec un échange de Diffie-Hellman. Et pour le canal sécurisé, on a eu juste de l'AES CCM, ce qui, ma foi, n'est pas cassable aujourd'hui. Et donc, alors les performances, évidemment, il faut tester ça. L'avantage du Java Card, c'est qu'il y en a 6 milliards. Donc après, le problème, c'est de les acheter, mais on en trouve. Donc, quand on implémente ce protocole, on a des temps d'ouverture de session entre 0,75 et 3 secondes, ce qui est très raisonnable. Ça dépend pour quel usage. Et au niveau de performance du canal sécurisé, en gros, pour 128 octets, ça oscille entre 100 millisecondes et 350 millisecondes, sachant que ce qu'on transporte dans les protocoles cryptographiques, c'est généralement pas trop d'octets quand on fait des signatures ou ce genre de choses. Voilà, c'est les performances qu'on a aujourd'hui sur des Java Card. Alors, cette implémentation-là, c'est sur le dernier slide, on est parti sur des idées open. Donc, ça veut dire que, bien sûr, les codes sources sont disponibles sur GitHub. Alors, voilà un exemple d'un full échange TLS-SE. Bon, alors là, vous voyez, là, on est au niveau APDU. Vous voyez, ça vous donne une idée, il s'échange à peu près 600 octets quand vous utilisez du pressure key. Parce que comme vous n'utilisez pas de certificat, vous avez quelques kilos en moins, c'est la taille des certificats. Et comme vous utilisez des courbes elliptiques, le Diffie-Hellman sur les courbes elliptiques, c'est 2 x 32, c'est 64 octets, quoi. Et donc, ça vous fait des échanges très compacts. Et donc là, dans ce dump binaire, vous avez l'échange en temps réel. Vous avez même le temps ici qui est indiqué, sachant que là, on part d'un client qui tourne sur un PC et on aboutit sur un serveur qui tourne quelque part sur Internet dans une carte à puce. Donc, les temps que vous voyez là, 878 millisecondes, 32, 389, en gros, là, ça s'ouvre en 879, puisque ça s'ouvre en 1 seconde et demie. Ça vous fait ça comme temps d'ouverture de session. Et puis là, après, ce que vous voyez ici, c'est des échanges de données chiffrées. En l'occurrence, on déchiffre pour voir si tout va bien. Et il faut imaginer des timings avec un temps d'ouverture de session de 1 à 2 secondes ou 3 secondes. Évidemment, c'est sur Internet. Hein.
pas en local, c'est à travers Internet. Et des temps de chiffrement, déchiffrement, ouais, de l'ordre de 100 millisecondes, par exemple, ce paquet. Vous donne à peu près une idée. Voilà. Alors, comme je vous le disais, dans le premier message d'un échange TLS, dans le client Hello, il y a ce qu'on appelle le server name, qui est le serveur de votre destination, le serveur que vous voulez atteindre. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est où c'est qu'on va mettre le server name dans une carte à puce. Il y a un bon endroit pour le mettre, c'est quand vous faites un reset sur la puce, vous obtenez ce qu'on appelle un ATR, que je vous montrais tout à l'heure, mais dans l'ATR, il y a un champ de 15 octets qui a le bon goût d'être programmable, qui s'appelle les historical bytes, donc 15 octets. Vous mettez ce que vous voulez, le met là-dedans, c'est votre server name. Je rappelle qu'une adresse IPv6, c'est 16 octets. Donc en fait, en 15 octets, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de bits, ça fait, ça fait quoi? Ça fait 256 moins quelque chose. Enfin bref, 15 octets, c'est 8 fois 15. Ça vous fait beaucoup. Donc là, non, 128 moins quelque chose. Donc là, vous en avez pas mal. Et donc voilà, donc quand on fait un reset sur une puce comme ça, d'abord, le code de TLSE sera chargé par défaut, donc il y a 0 information, et vous récupérez le nom du serveur directement. C'est comme ça qu'on a le début de quelque chose qui est open. Bon, alors après, comment ça va marcher? Eh ben, ça va marcher qu'on va faire tourner un serveur frontal qui va recevoir, IMI d'une application quelconque, une requête TLS, et que dans la première, on aura le serveur name, et qu'après, on va router ça. Et là, il faudra me définir une interface de communication qui permette de déployer des grilles. Alors, voilà à quoi ressemble l'Uniform Resource Identifier. Donc, SchemS, c'est le nom du schéma qu'on va utiliser. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a implémenté, ce que j'utilise dans les cartes Java, c'est des lignes de commande shell en ASCII. Vous pouvez penser à autre chose. Vous savez que le QR code, c'est ce qu'on appelle, les QR codes pour le Covid, c'est ce qu'on appelle du CBOR. L'Union européenne a utilisé une norme qui a été émise par l'UTF en 2012, qui est, alors CBOR, ça veut dire le Binary Object Encoding ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est issu de l'Internet, c'est fait pour faire ce qu'on appelle des tokens web, c'est son autre nom. Donc, votre QR code, c'est un token web. Il utilise une syntaxe qu'on appelle le CBOR, un chiffrement binaire. Et en plus, parce que l'Europe est maligne, c'est compressé avec du zlib, donc vous ne pouvez pas, ce que vous voyez, écrit en base je ne sais plus combien, c'est un binaire qui est compressé, donc vous ne pouvez pas le lire. Il faut le passer au décompresseur. Donc, et que l'Europe aussi, elle regarde ce qui se fait dans les nouvelles sciences. Donc, vous avez un schéma, disons qu'aujourd'hui, c'est de l'ASCII, donc c'est une bonne vieille ligne de commande comme sur Unix. Il faut donner le nom du Secure Element Name, la pressure key que vous allez utiliser, et le nom du serveur frontal ici avec son port, et une requête qui correspond, donc qui est encodée selon la syntaxe que vous avez choisie. Et donc maintenant, vous avez une URI, et cette chose-là, si vous utilisez des logiciels populaires comme OpenSSL, ben vous ouvrez une connexion OpenSSL en rentrant PSK, etc. Et vous tapez vos lignes de commande en texte, et votre Secure Element qui est dans le monde, il va vous répondre. Alors, le Secure Element Processor, je vous en ai déjà parlé. Le but du Secure Element Processor, c'est que les Secure Elements tels qu'ils sont, c'est pas des vrais, c'est des operating systems non préemptifs. Ça veut dire que quand le bon Secure Element il est parti dans sa machine virtuelle Java ou fait un calcul, il y reste et c'est pas la peine de l'embêter parce qu'il répond plus. Il n'y a plus personne. Il est dans son calcul. Il est bloqué, ça. Donc, avec le CEP, c'est un petit processeur, genre Arduino, qui va à l'aide d'une bibliothèque. Et vous voyez que là, on est, voilà, pour connecter un Secure Element à un CEP, donc il faut une clock, il faut 5 lignes physiques et une résistance de pull-up sur l'IO pour la pousser vers le VCC. Et avec ça, vous avez un système qui sait vous faire les translations de protocoles pour parler I2C, par exemple, ou UART. Alors ça, c'est celui, par exemple, qui est fait avec un STM32. Vous voyez qu'il y a une carte au format SIM, le STM32, là. Et là, on a un petit connecteur qui sort sur le bus I2C. Donc, il y a une adresse I2C ici par processeur. Et bien sûr, il y a un SEN ici par carte TLS-SE. Et donc, ça, vous pouvez les plugger sur des bus. Et après, il faudra donner de la puissance de calcul pour les partager.
Alors, TLS-IM, juste deux mots, c'est juste le fait que quand vous utilisez TLS-PSK, il y a deux procédures qui manipulent, il y a des boîtes de calcul, et il y a deux procédures, une qui est dérivée directement du secret partagé, et puis on met des données échangées, et puis ça vous fabrique un code, en gros, qui vérifie que ça sert à signer le serveur Hello, enfin, c'est pas signé, ça sert à authentifier votre client Hello, pour vérifier que le client connaît la valeur du pressure key. Et après, à partir de l'échange de Diffie-Hellman, on réutilise quelque chose qui est dérivé du pressure key pour générer le secret de la session. Donc, si vous mettez ces deux procédures-là dans une carte à puce, ça va vous protéger votre pressure key. Et donc, c'est ce qu'on appelle les cartes LCM. Alors, c'est très facile à faire. Mais à Musec 2018, j'avais présenté le premier crypto terminal. Il lui était dédié. Donc, crypto terminal, c'est un modèle Arduino. En gros, c'est un CEP, c'est un lecteur de carte à puce que j'ai appelé le Charles Leclerc de la sécurité. Il était assez gros, hein, trop gros. Et après, on l'a intégré dans un terminal. Vous voyez, là, c'est format carte bancaire avec un écran. L'épaisseur, c'est 15 mm. C'est à peu près l'épaisseur de votre téléphone. Donc, on a intégré ça. Mais c'est difficile à vendre, c'est difficile à fabriquer aussi. Et maintenant, on fait ce qu'on appelle des crypto-tokens, c'est-à-dire on a remplacé l'écran par une LED et par un bouton. Et donc, on peut intégrer ça dans des porte-clés. C'est un crypto-terminal pour porte-clés. Ça veut dire aussi que votre TLS-IM, vous pouvez le mettre dans un porte-clés, une petite clé avec un bouton qui va vous dire quand vous avez faire le calcul. En gros, quand il y a une opération à faire, en gros, faire un calcul sur TLS-IM, il y a la lampe rouge qui se met à clignoter. Et si vous appuyez pas sur le bouton, ça ne le fait pas. Mais ça, c'est très efficace contre les virus. Et vous connectez ça en Bluetooth, parce que Bluetooth, ça marche avec tous les téléphones. Mais par exemple, le bas de la sécurité, c'est de charger le code PLE dans votre élément ici. Donc ça, c'est des choses qu'on développe autour. Et le futur du crypto token, il y aurait beaucoup à dire sur les méthodes, les contre-mesures qu'il faut appliquer dans ces processeurs pour être sûr que le logiciel est le bon, pour être sûr que le processeur c'est le bon, qu'un Chinois vous a pas remplacé on utilise les technologies PUF et ce genre de choses, mais c'est pas le sujet du talk d'aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée c'est que pour TLS-IM, pour la version haute de la sécurité, vous avez l'équivalent d'un terminal bancaire et que vous tapez un code PIN pour le débloquer. Et que si vous ne voulez pas de payer un écran qui consomme de l'énergie et qui est mauvais pour la planète, bah vous utilisez une LED avec un bouton qui clignote pour vous dire attention, si tu n'appuies pas sur le bouton, je ne vais pas faire le calcul. Ou je ne le délivrerai pas, ce qui est la même chose. Bien, alors je vais rappeler, donc ça c'est la partie l'URL pour accéder à des ressources embarquées dans une puce de haute sécurité. RACS, qui veut dire Remote API Call Secure, c'est quelque chose qu'on a développé depuis une dizaine d'années à peu près. C'est un protocole qui, lui, est basé sur des certificats, c'est-à-dire que le client est authentifié par un certificat, le serveur est authentifié par un certificat, et donc on ouvre une connexion TLS, et au-dessus de ce TLS, on fait passer des messages en ASCII qui servent par exemple à avoir la liste des secure elements auxquels vous avez accès, puisque le client est identifié par ton certificat, donc ça sert à faire un inventaire. Et une fois que la connexion est ouverte, on fait passer un protocole qui est écrit, qui est en ASCII, et qui permet tout simplement de transporter des APU pour faire exécuter des commandes sur les secure elements. Alors ça, ils appelaient ça des araignées. Les ancêtres de ça, ça s'appelle les SIM-banks ou les araignées. C'est interdit dans certains pays. En gros, quand vous déployez des serveurs de carte SIM dans un pays X, ça vous donne des connexions sur les réseaux, évidemment, les réseaux mobiles. Et donc, par une connexion qui coûte très peu cher, vous arrivez sur Internet. Et là, vous choisissez une carte SIM parmi N et vous passez à un appel téléphonique pour pas cher. Vous êtes en communication locale sur le mobile. Donc, ces SIM-banks, c'est des choses que vous trouvez fabriquées en Asie. Et il y a aussi des gens qui développent des serveurs de cartes SIM. Il y en a en France, il y en a en Allemagne. On a déjà un partenaire allemand qui fait ce genre de choses. Et donc, ce qu'amène RACS, c'est la sécurité. Et donc, mais les clients sont authentifiés par leur certificat, et ce qui fait que ça, à partir de leur certificat, il y a une politique d'accès qui donne accès aux clients à X ou Y cartes. Et les cartes sont
identifiés par ce qu'on appelle un Secure Element Identifier. Alors, c'est n'importe quoi, hein. Un Secure Element Identifier, ça peut être en technologie PCSC, c'est le nom d'un lecteur de carte à puce. Sur des grilles de cartes, bah, ce sera le numéro d'un slot, ce sera le slot numéro 100 par exemple. Et dans nos cartes et dans nos grilles I2C, bah, c'est l'adresse I2C en gros. C'est dérivé de l'adresse I2C c'est son adresse physique si vous voulez, qui permet de le joindre par des APDU. Bon, alors comme je le disais tout à l'heure, Rax est basé sur des certificats. Et donc, il y a une politique de sécurité à l'intérieur de Rax qui permet donc d'identifier à quel Secure Element peut accéder le client, et même dans les Secure Elements, de définir à quelles applications le client peut utiliser et à quels APDU il peut utiliser. Bref, Rax, ça sert essentiellement à lister les Secure Elements auxquels vous avez accès et à les mettre en tension, hors tension, et à envoyer des commandes sur ces Secure Elements, et également à associer au SEID un Secure Element Name. Voilà. Et donc, grâce à Rax, on va pouvoir télécharger à travers GP un service provider, va pouvoir charger des applications sur nos Secure Elements. Alors, j'en arrive à IOV5 Server, qui est un logiciel libre que vous pourrez trouver sur, aujourd'hui, c'est la version numéro 5, qui travaille sur une émulation d'un protocole, d'une API qui s'appelle PCSC, qui veut dire Smart Card for PC. Donc, évidemment, ça va marcher avec des lecteurs carte à puce traditionnels. Ça marche sur des grilles de cartes I2C et ça marche avec des SIM arrays, donc des protocoles, des racks avec des racks de cartes SIM. Donc, si on résume, c'est la figure du début. Pour charger une application, vous utilisez Rax. Et là, vous transportez des APDU parce que GP, c'est des APDU. Vous mettez votre application. Pour l'utiliser, vous passez par TLS parce que ces applications comportent un serveur TLS-SE. Et à ce moment-là, vous êtes full Internet. Alors, la procédure qui s'appelle ça, c'est une attestation. Alors, je résume. Vous avez un application provider ici qui a accès, grâce à son certificat, à une liste de Secure Elements identifiés par leur SEID. Avec ça, il va charger une application sur un Secure Element qui contient un serveur TLS. Il va envoyer une commande Rax pour associer au SEID un nom de serveur TLS, parce que le serveur de la grille aura besoin, quand il reçoit une requête pour un serveur name, de connaître l'identifiant physique de la puce sur sa grille. On va générer une paire de clés publiques et privées au moment de l'installation de l'API. Le serveur va générer un certificat pour la puce. Et donc, il va écrire ça, c'est l'authenticité qui dit que c'est la puce de monsieur serveur, de monsieur NXP, de l'État français, etc. Et il va envoyer ses paramètres, donc son PSK provider et le nom du serveur au client. Il va ouvrir une session TLS-SE avec ce Secure Element et qui va lire le certificat et qui va demander au Secure Element de faire une signature sur un calcul qui comporte un random et le handshake. Et si la signature est bonne, ça veut dire que le client, à ce moment-là, est le seul à être connecté sur ce serveur, donc il connaît la pressure key et donc il va la modifier. L'hypothèse de sécurité, c'est que la puce n'est pas clonable, qu'elle supporte une seule connexion TLS à la fois. Et donc, vous avez ces deux hypothèses de sécurité. La puce n'est pas clonable et comporte une clé privée, connue par elle-même, mais elle a un certificat. Et la puce n'ouvre qu'une seule connexion. À ce moment-là, ça marche. Et par cette procédure d'attestation, vous transférez la connaissance du pressure key depuis le provider vers l'utilisateur, ce qui fait que maintenant, l'utilisateur va changer, va mettre un pressure key à lui, et il sera le seul à pouvoir utiliser ce Secure Element-là. Voilà. Donc, quelqu'un lui a mis une application dedans. Ce n'est pas obligé que quelqu'un lui mette une application. Il peut arriver avec son application, mais dans le modèle pour les cloud providers, donc dans les data centers, les gens veulent mettre des applications dedans. Voilà. Voilà ce que j'appelle la procédure d'attestation qui repose sur le secret d'ailleurs sur le Diffie-Hellman qui est créé au moment de la session. Alors après, j'en arrive à quelques applications. Alors qu'est-ce que c'est que le Keystore?
Le Key Store, c'est un truc qui est modeste. Vous voyez, c'est plutôt fait pour. C'est des petits serveurs TLS-SE, voire monocap, sans operating system. Ça, c'est une puce Wi-Fi, c'est le SP8266. Ça coûte 2 dollars, ça. De 1 dollar ou 2 dollars. Ça fait du TCP/IP et c'est pas sécurisé du tout, du tout. Mais par contre, c'est suffisant pour communiquer avec un CEP. Alors ici, le CEP, c'est un petit Arduino qui doit avoir 32 kg de flash et 2 kg de RAM, donc c'est tout petit. Mais c'est suffisant pour driver TLS-SE et enfin pour faire l'interface avec TLS-SE. Donc ici, c'est une interface série. Et dans TLS-SE, par exemple, là, ben, vous pouvez avoir un key store et créer les clés que vous allez utiliser pour gérer vos NFT ou votre crypto-monnaie. Ça, c'est la même chose, sauf que cette puce, toujours ma puce Wi-Fi à 2 dollars qui sait gérer TCP/IP et Wi-Fi, elle a aussi une interface I2C, donc on peut, c'est un OS non préemptif, évidemment, c'est pas du temps partagé, mais on peut comme ça avoir plusieurs puces identifiées par plusieurs Secure Element Name, et le projet, c'est de remplacer ça par des processeurs genre ARM un peu gros, mais sans operating system. Les operating systems, ça consomme de l'énergie, et finalement, il y a des tas de fonctionnalités dont on n'a pas besoin pour gérer un système comme ça qui est relativement simple. Alors ça, c'est le personnel HSM donc, qui fonctionne avec un Raspberry Pi. Donc là, vous avez une grille de 16 CEP. Voilà, c'est simplement fiché sur un bus I2C, c'est-à-dire c'est comme ici. Vous avez 2 fils et puis chaque puce vient se plugger sur les 2 fils, sur SDA et SCL. Et puis on a rajouté une pin de recette parce que malgré tout, il faut quand même faire un reset de temps à autre sur n'importe quoi. Donc il y a un troisième fil, c'est le reset. Et c'est pour ça qu'il y a le décodeur d'adresse ici qui est là, parce qu'il faut, pour gérer les resets vers ces 16 puces-là. De temps à autre, il faut qu'on fasse un reset quand même pour des raisons de sécurité. Et donc tout ça est relié à un Raspberry Pi, qui est le serveur TLS. Alors lui, ce qu'il peut faire sur Raspberry Pi, il est payé pour ça. C'est un OS, c'est un Debian, donc c'est quelque chose qui peut faire du temps partagé. Et là, on va pouvoir partager ces Secure Elements. On va pouvoir les partager, donc avoir 16 connexions simultanées. Une première question, c'est combien on peut en mettre. Après, il y a un rapport, ce n'est pas de mettre dans ce talk, mais on peut calculer quel est le meilleur. On peut calculer combien on peut en mettre dans un rapport prix-performance. Et en gros, pour un Raspberry Pi, ce genre de choses, c'est 32. Voilà. Donc, par exemple, on peut en mettre deux de ces grilles-là. Et là, c'est pas mal optimisé. Donc, je reviens à ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est le speed-up factor. Quand vous avez un système parallèle et que vous voulez estimer comment ça se parallélise, il y a une chose qu'on appelle la loi de Amdahl, qui considère que dans un temps calcul, vous avez un temps série et un temps parallèle. Le temps série, il s'ajoute, et le temps parallèle, il reste parallélisé, justement. Et ça vous donne un temps calcul. Si vous avez n composants en service par rapport à 1, vous obtenez, selon la loi de Amdahl, une approximation évidemment, c'est linéaire en fonction du nombre de composants, le temps, par quelque chose, ρ, dont l'inverse s'appelle le speed-up factor, c'est-à-dire que l'inverse de ρ vous donne le facteur d'accélération. Et en gros, quand le nombre de composants atteint l'inverse, atteint le facteur d'accélération, vous n'avez plus de performance. La performance, elle augmente plus. Donc, autrement dit, si vous avez 32 composants, ici, sur cette grille, on a des facteurs d'accélération avec le Raspberry Pi entre 50 et 100. Ça veut dire qu'en fait, la limite, c'est 50 composants. Et 50 composants, ça va correspondre au nombre de transactions max que vous pouvez avoir sur le système. Mais comme on est bien en dessous, ça veut simplement dire que grosso modo, quand vous en avez 16 actifs, vous produisez 16 fois plus de transactions que quand il y en a un. C'est évidemment à pondérer par la loi qui est là. Mais en gros, comme on a un facteur d'accélération, là, j'ai dit entre 50 et 100 sur cette version du serveur, pour des grilles de 16 cartes, il n'y a pas de pénalité très importante. Et ça, c'est très important du point de vue des performances. Donc, on a mesuré ces speed-up factors sur plusieurs grilles. Et disons qu'avec des facteurs de 100, ça vous donne un bon chiffre. Ça veut dire qu'en gros, vous avez une limite de 100 cartes par grille sur un Raspberry Pi. C'est ce que ça voudrait dire.
Au-delà, en fait, vous n'arriverez pas à fabriquer plus de transactions en parallélisant. Alors, relativement à l'Internet of Things, donc si on revient au working mode sur TLS-SE, vous avez le mode de la boîte noire, c'est-à-dire celui qu'on utilise pour les key management systems. Mais la boîte noire, ça veut dire que bon, il faut savoir aussi qu'une puce TLS-SE, c'est quelque chose qui n'a pas de PIN code. La seule chose qu'elle reçoit, c'est des requêtes du monde extérieur, des requêtes TLS, donc pas de PIN code. La seule chose qu'elle sait faire, c'est traiter un paquet TLS. Et dans son state machine, s'il est bon, ben, elle le processe, elle le déchiffre, etc. S'il n'est pas bon, ben, elle le jette à la poubelle, il n'est pas admis dans son state machine. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de PIN code sur ce genre de choses. Il y a pas, c'est du TLS dans une boîte noire. Donc, quand vous êtes en mode serveur, c'est vous avez une boîte à clé, il va recevoir des requêtes qui sont complètement chiffrées, qui va exécuter la commande et qui va vous ramener une réponse. C'est une boîte noire. Alors, vous pouvez vous en servir en mode pile, ça veut dire, ça c'est une facilité dans Internet, mais des objets, c'est-à-dire après tout, vous avez une pile TLS, elle fonctionne, et donc vous en servez de votre puce TLS-SE comme d'une puce, comme d'un stack TLS dans une boîte noire. C'est vous ouvrir une session TLS en une seconde, par exemple. Je rappelle que les puces, c'est des processeurs 8 bits, donc ça veut dire qu'on dit beaucoup de choses sur la puissance qui est nécessaire pour la sécurité de l'Internet of Things, mais la réalité, c'est autre chose. Voilà, descendre il faut l'implémenter, voir ce que ça donne. Et la troisième chose, c'est ce que j'appelais le mode hybride, c'est-à-dire vous pouvez vous dire, ben, il y a des requêtes que je vais traiter dans la puce, parce que par exemple, c'est des requêtes où je générais des clés, et ça, je ne veux pas que ces requêtes-là, je les fais dedans. Et il y a des requêtes que je vais vouloir exporter, par exemple, pour demander à un objet de me faire une opération, comme lire la température. Et c'est c'est ce que j'appelle le TLS SEIO, qui veut dire c'est des entrées-sorties pour TLS SE, et ça veut simplement dire que quand vous mettez un préfixe, par exemple, dans cet objet, toujours avec le SP8266 qui coûte 1 ou 2 dollars, vous avez ce composant là qui est le vieux CEP à 8 bits, la carte à puce, mais la seule chose, c'est qu'on a connecté au CEP un relais et puis un capteur de température. Voilà, c'est l'ensemble. Et donc, ce qu'on veut, c'est de temps à autre envoyer une commande pour aller lire la température ou activer le relais. Comment on fait ça? Donc, vous voyez, je suis connecté par OpenSSL. Voilà. J'utilise cette ligne de commande. Vous avez le serveur name ici qui est k1.com et ici la clé pressure key qui est donc tapée à la main en hexadécimal. Et donc, une commande exportée, elle a un préfixe, par exemple. C'est la convention que j'ai utilisée. Par exemple, diez temp, ça veut dire exporte la commande temp au processeur CEP. Donc, quand vous recevez diez temp, c'est déchiffré ici, mais ce n'est pas processé en interne, c'est exporté sur le CEP, qui va dire on me demande de lire la température, je lis la température, et donc je la réenvoie sur le SE, qui va la rechiffrer après. Donc, en fait, c'est ce mode-là, vous exportez une commande. Et avec ça, c'est par rapport à. Et si vous réfléchissez à ce que c'est qu'une patte, je discutais avec Renaud pour d'autres problèmes de capteur de pollution. Si votre capteur analogique, il est pipoté et qu'il vous dit toujours qu'il n'y a pas que tout va bien, vous pouvez mettre toute l'informatique sécurisée que vous voulez par derrière. N'empêche que le capteur sécurisé, le capteur, il va vous dire que tout va bien parce que c'est un yes capteur et c'est la vie. Il faudra détecter le yes capteur par d'autres mesures, mais qui n'ont plus rien à voir avec la sécurité, on va dire, de base informatique. C'est autre chose. Et donc, finalement, une patte IO, vous ne pouvez pas savoir quand vous êtes sur un processeur si le capteur qui est derrière, il est authentique ou pas. Donc l'idée de dire, quand je reçois une requête chiffrée sur mon TLS-SE, je l'exporte en demandant à un processeur de me réaliser la procédure associée, c'est pas idiot. En tout cas, c'est pas. Simplement, vous avez quand même une protection parce qu'après, le résultat de la mesure va être réencapsulé par votre TLS et donc vous allez recevoir une donnée qui intègre. Ça ne vous dit pas évidemment que le capteur, voilà. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur des technologies comme ça pour associer au capteur des transactions blockchain. Donc, ça marche pas mal. Et donc, c'est des capteurs qui vont vous répondre par des mesures qui seront chassées dans des transactions. Donc, il y aura directement la mesure certifiée dans une transaction, prête à être postée sur la blockchain. Si, pour des raisons de traçabilité, vous voulez que votre mesure soit postée sur la blockchain, alors tout ça dans un contexte de mesure de capteurs sensibles comme les capteurs de pollution, tout ça, ou dans les centrales nucléaires, ça peut, ça peut faire sens. Donc c'est ça, TLS-SEIO, c'est l'idée de dire, j'exporte de temps à autre, il y a des requêtes là, que je vais exporter au CEP pour qu'il exécute ça, et ça se comprend dans
Alors, le crypto offloading, c'est le dernier step finalement, le crypto offloading. Donc, je suis pas mal sur le timing. C'est quoi? Crypto offloading, c'est quelque chose qu'on utilise dans les hardware secure c'est une des applications de référence des hardware secure modules. Et c'est quand vous avez un serveur web, il va être sécurisé par SSL TLS. Et selon la version de TLS que vous utilisez, soit vous allez utiliser un déchiffrement, vous allez déchiffrer une donnée avec la clé privée du serveur, soit vous allez faire un calcul de Diffie-Hellman, soit vous allez faire une signature avec la clé privée du serveur. C'est les deux modes qu'on a sur Internet pour authentifier un serveur. Soit vous utilisez sa clé privée pour faire le déchiffrement d'un secret, déchiffreur avec du RSA, c'est typiquement savoir qu'RSA 2048 est toujours met la vedette sur Internet, quoi qu'on en dise, des serveurs RSA 2048. Donc, quand vous allez sur Amazon Web Server, leur page, leur use case, c'est le déchiffrement par une clé RSA. Et quand vous utilisez autre chose que RSA pour authentifier le serveur, ben, vous utilisez une signature, par exemple, sur des courbes elliptiques. Donc, quand vous êtes dans un data center, l'idée, c'est que dans un HSM, il y a votre serveur web qui tourne là, sur des machines virtuelles, et par un assemblage, vous allez aller demander à un HSM, quand vous recevez une donnée, vous n'avez pas accès à la clé privée, vous demandez à l'HSM de faire l'opération sur la clé privée. Et l'intérêt pour vous, utilisateurs de ce genre de choses, c'est que si effectivement le data center prend votre clé privée, ben, c'est plus que du phishing. Maintenant, c'est du vrai phishing. Pas répliquer votre magnifique serveur étatique ou de santé ou tout ce que vous voulez. On dit, mais c'est une vraie clé. Vous avez le certificat, c'est une vraie clé. Donc, il y a un enjeu pour que le data center se serve de cette clé, mais sans la connaître. Alors, l'IOSC use case, ce serait quoi? C'est de dire, on va télécharger une application dans un Secure Element, TLSSE, à travers GGP, là, ça c'est le modèle. Mais en fait, on va se servir de l'interface TLS-PSK, pas en opérationnel, mais pour l'administration. Parce que ce qui est très difficile, c'est de créer une clé dans un data center en ayant l'assurance que le data center ne va pas accéder à la clé finalement. Et donc, grâce à TLS-PSK, vous avez un modèle dur dans lequel, quand vous avez créé votre application et fait la procédure d'attestation, là, vous pouvez avoir des commandes de création de clés. Donc, vous créez une clé, mais dans le modèle de l'application, vous donnez accès à cette clé en mode APDU, pour cette clé-là. Ça veut dire que vous êtes en mode accès pour une signature ou pour un chiffrement. Donc ça veut dire vous avez le droit de la créer, de la détruire, personne ne peut la lire, mais le data center peut s'en servir, soit pour signer, soit pour chiffrer. Voilà. Et donc ce serait ce genre de modèle-là. Et la question, c'est est-ce qu'un modèle comme ça est crédible? Alors voilà ce que ça donne. Ça, c'est sur un SIM-array. C'est des grilles qui peuvent monter jusqu'à 512 cartes. C'est ce que j'appelle le mode socket. Et après, on met un proxy qui va implémenter le modèle IOSI. Et donc, le proxy peut tourner dans des data centers. Et donc, alors voilà ce que ça donne. Ici, vous avez. Donc, ici, c'est une signature sur une courbe elliptique, sur 256 bits, sur la courbe Prime, c'est le truc qu'on utilise normalement sur Internet, quand vous servez des authentifications de serveurs par signature. Et donc là, c'est sur la partie gauche, c'est quand on ouvre une session RAX et en gros, on fait des signatures en mode APDU. Donc là, on passe de l'APDU et vous voyez que on fait une signature en 280 millisecondes. Donc 280 millisecondes pour faire une signature. Et évidemment, si on a des problèmes de performance, on peut utiliser plusieurs Secure Element. Là, on trouve un facteur d'accélération de l'ordre de 200. Ça veut simplement dire que grosso modo, on utilise tellement peu, on transfère tellement peu de données que si vous avez 32 Secure Elements, ça ira 32 fois plus vite. Voilà ce courbe. Vous avez au démarrage, donc avec un Secure Element, là, vous faites 3,6 transactions par seconde. Si vous en avez 20 en parallèle, vous en faites soit 64. C'est à peu près linéaire.
peu près linéaire, 3 fois 60. Et donc là, c'est une interface RAX. Autrement dit, vous revenez à la PDU pour des raisons de performance. Et là, c'est le modèle. Bah, c'est une autre façon de faire, c'est de se dire, bon, d'accord, mais si on utilisait du TLS-SE, par exemple, en créant un pressure key pour le data center. Donc, il y aurait une connexion au TLS-PSK avec un pressure, comme un logging, si vous voulez. Il y a le logging administrateur et le logging user. Mais comme on fait tout TLS dans le Secure Element, bah, ce coup-là, forcément, ça va aller moins vite. Parce que quand vous êtes mais dans Rax, en gros, vous avez du TLS, mais le TLS est fait par une machine, genre un Raspberry Pi. C'est-à-dire que le temps, ça va vite. Le processeur, vous avez un clock à 1 giga et tout ça. Alors que là, vous avez un petit 8 bits qui mouline. Mais même comme ça, donc on ouvre la session et puis après on fait des calculs, on s'aperçoit que c'est pas si mauvais. Bon, on va 2 fois moins vite. Donc peut-être qu'un client potentiel va dire bah, finalement, moi je préfère Rax comme interface parce que ça va quand même plus vite. Mais si vous voulez augmenter le niveau de sécurité, bah, vous pouvez dire on va utiliser une deuxième clé PSK pour sécuriser les échanges. Et là, c'est une vraie boîte noire. Si vous êtes dans un modèle full TLS. Voilà. Et l'argument business, bah, c'est que voilà, si vous achetez un HSM, ça va vous coûter 10 dollars par transaction. Ça veut dire quoi? Que quand vous achetez un HSM à 30 000 dollars, il fait 3000 transactions par seconde. Par exemple, un HSM à 30 000 dollars fait 3000 signatures par seconde. Et donc, ça veut dire que le coût de la signature HSM en performance, c'est 10 dollars par transaction et par seconde. Donc là, ici, on voit que 32 Secure Elements sur le modèle RAX ferait en gros 100 transactions par seconde, ce qui vous donne un crédit de 1000 dollars. Et la question, c'est combien coûte 32 Secure Elements connectés? Et ben, ça ne coûte pas 1000 dollars. Ça ne coûte pas 1000 dollars parce qu'un Secure Element, ça coûte 5 dollars. Parce qu'un processeur CEP, ça dépend, ça vaut 2 ou 3 dollars, ça dépend où vous l'achetez. Et qu'un Raspberry Pi, ça coûte, il faut dire que les prix ont beaucoup augmenté ces derniers temps pour d'autres raisons. Autrefois, ça coûtait rien, ça coûtait 30 dollars. Aujourd'hui, un petit Raspberry Pi acheté bon prix, ça vaut 50 dollars. Mais un de mes anciens doctorants qui les achète directement chez Raspberry Pi pour ses étudiants, il les paye 14 dollars. Ça laisse de la marge. Donc, ça veut dire que concernant le crypto offloading, on peut arriver à des performances et des rapports performance-prix, même avec tout le côté, je dis, artisanal, on peut arriver à des performances qui sont réalistes. Alors, l'autre facteur après, c'est là, c'est comment est-ce qu'on intègre ça dans un data center, combien on en met dans des racks de 1 unité, 3 unités, ce genre de choses. Ah, c'est des trucs sur lesquels une entreprise comme Ethertrust travaille sur ça pour voir c'est raisonnable, etc. Et voilà, j'en ai terminé. Donc, ce qui est important dans cette technologie, c'est de savoir que tout est ouvert. Donc, sur GitHub, il y a pas mal de choses, en particulier le code de iOSC, que les librairies sur Arduino sont open. Alors, aujourd'hui, elles ne sont pas tout à fait open. Il y a le binaire. On peut s'en servir. C'est précompilé, mais ça va passer open. Donc, le modèle Arduino, c'est aussi très important, enfin super important, parce que Arduino, c'est quelque chose d'open. Vous mettez ça sur n'importe quel système, ça vous fabrique du code. Vous pouvez le donner à vos étudiants et vous avez finalement un modèle entre Java Card et Arduino. Vous avez quelque chose qui est open. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment accéder, tout est open, code, etc. C'est pas un truc fermé. Le problème de la cybersécurité, on va dire, le problème de la cybersécurité, comme on dit aujourd'hui, souveraine, c'est que somme toute, vous êtes dans un monde qui est fermé par. Donc elle est souveraine, mais vous n'avez pas le code. Tout est fermé. Là, c'est un modèle où vous avez alors, les Java Cards, là où est peut-être la limite du truc, c'est qu'il faut croire que le fabricant de l'OS de la Java Card, c'est pas un méchant. Il n'y a pas des backdoors partout. Donc, dans un esprit souverain, il vaudrait mieux que ce soit Thales ou Evidian. Et on est plutôt dans un pays qui a pas mal doté pour ce genre de choses. Mais il y a une XP qui sont très, très corrects. Des gens qui travaillent pour l'Europe, a priori, c'est des Européens. Je ne sais plus par qui ils ont été rachetés, mais là. Mais en gros, si vous pensez Secure Element, on a une base européenne dans les Secure Element. Si vous pensez Arduino, ben c'est bien parce que des tas d'étudiants peuvent jouer à ça, au code et faire des trucs qui vont plus ou moins bien marcher. Et donc voilà, et donc une partie, les protocoles sont publiés dans des IETF draft. Il y en a comme ça un certain nombre. Et puis bien sûr, il y a des publications qui racontent ça, détaillent un peu la sauce qu'on peut mettre autour. Voilà, voilà, j'en ai terminé.
Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. Oui, une question de Candide, il mériterait plus un commentaire. Donc j'ai des amis qui sont de l'autre côté de la montagne là depuis 25 ans et je paye avec ça. Donc j'ai confiance. Et puis je sais que l'électronique là-dedans, oh, elle vaut pas trop cher et puis ça marche. Donc je paye pas avec ça. Mais ça demande beaucoup de puissance de calcul. Ça demande pas beaucoup de puissance de calcul. Ça demande Exactement. énormément de puissance de calcul. Pas que pour le paiement, évidemment, bancaire et la sécurité bancaire. Alors, il y a un moment, vous avez évoqué un super secure élément, comme quoi on pouvait avoir des puces qui soient entièrement dédiées à la sécurité. Alors, est-ce que dans ce qui se passe à Non, la micro, c'était celle-là. C'est, enfin, ouais, ouais, c'est pas des super sécurement. ouais. C'est ce que les fabricants ont en stock, mais que vous pouvez pas avoir sans NDA. Alors, ce qui se passe au niveau là, pour Voilà, celle-là c'est pas de ça. puce, hein, pas celle-là, C'est euh, cela. en termes de sécurité, c'est qu'aujourd'hui, bon, il y a les modules de confiance, les secure elements, ST en fait, Finet en fait. Ils peuvent être attaqués via l'IA embarqué, par exemple. Ils peuvent être attaqués maintenant par des bus. Ils peuvent être attaqués au niveau des capteurs. Vous avez évoqué les capteurs pour l'IoT, mais il y a les capteurs. Là-dedans, c'est CAFI capteurs. Ils peuvent être attaqués sur les modules RF, le mix RF là-dedans, il y en a plein. Et puis la tendance à microélectronique, ici, c'est le nano. Bon, voilà, et MC et autres. Mais la tendance aussi, maintenant, c'est de faire du system in package. Là-dedans, c'est du SIP. Et bientôt, ça sera du chiplet. Ça veut dire que les éléments constitutifs de la puce, ça sera plus du SOC, ça sera, on va acheter chez l'un et chez l'autre, qui le CPU, qui machin, et ainsi de suite. Alors, ça pose des problèmes ahurissants, le chiplet, parce que des problèmes de thermique, des problèmes de packaging, enfin, mais ça pose aussi des problèmes aussi de confiance, c'est-à-dire qui est responsable de la puce in fine, hein, du chiplet in fine, et donc de business, mais aussi ça pose un vrai problème de sécurité. Est-ce que, est-ce que vous imaginez, alors sur ça, je vois la tendance, je me dis, OK, le futur est là, on sait qu'on va continuer à sécuriser ce machin-là, mais au niveau du téléphone, et pas que pour le bancaire, s'il y a des chiplets là-dedans, parce que ça va venir, comment on va sécuriser ça? Ah, moi, je veux dire, là, le téléphone, je suis neutre, hein. Ah, d'accord, Ah, ouais. non, non, je veux dire, ce qui OK. m'intéresse dans le devenir du Secure Element, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on utilise aujourd'hui, enfin, pour les tests, etc., et ce que vous trouvez dans les araignées industrielles, dans les banques SIM, etc., c'est le format SIM. Et que donc, si on parle de iOS 6, ce qu'on veut faire, c'est vraiment intégrer ça dans les data centers. Donc, on veut en fait avoir des grilles dans les data centers. On veut garder le modèle de la carte bancaire. Et donc, en gros, votre sécurité, elle est là. Mais la taille, ça compte. Taille matter. Donc, quand vous avez un truc SIM, vous avez pas découpé, ça va limiter ce qu'on peut mettre sur une carte mère. Par contre, quand on arrive avec ces puces là qui font 3 mm par 3 mm, 5 mm par 5 mm, on augmente les puissances de calcul et on peut faire évidemment des choses. Et surtout, on diminue leur taille et on peut les intégrer. Moi, sur le téléphone, pour toutes les applications qui ont lié à la blockchain, pour moi, dans le téléphone, je mets rien du tout, hein. Alors, sauf si je fais confiance à Orange parce qu'il a une carte SIM. Dans une certaine mesure, je peux faire confiance à un TE. Bon, là, je joue avec le diable un peu, mais je veux dire, bon, ben, ok, ce TE, parce que tous les TE, ils sont cassés de manière périodique. Donc, j'étais dans une conf sur la blockchain il y a, il y a, il y a 3 semaines et il y avait des Allemands qui étaient là, ils ont fait un talk sur le TE en disant que le TE, je sais pas si c'est Trusted Execution Environment, parce qu'on parle téléphone, c'est en gros un cœur qui est isolé dans votre téléphone. Il y a un cœur qui travaille en mode isolé. Disons que c'est une petite carte à puce, sauf qu'il n'y a pas la sécurité de la carte à puce, mais il tourne en isolé. Et donc, il y avait des gens qui présentaient leurs travaux de recherche, etc., sur le futur du TE pour la blockchain. C'est que la blockchain, son problème, c'est de protéger une clé. C'est surtout ça. Surtout que chaque transaction est définitive, donc si on pique mais la clé, c'est mort. Et donc, des gens qui étaient là, plutôt des décideurs, ont dit que ce qu'il est déjà rangé avec le TE, c'est qu'il était encore cassé une nouvelle fois. Donc, c'est problème hardware.
Il y a un problème, un mix de hardware et de software. Donc pour moi, ce que j'essaye, enfin, par exemple, pour le téléphone, là, si vous avez ici quelque chose de sécurisé comme un terminal avec une puce ou une version légère qui vous permet de faire un calcul, moi, ça me va bien. Après, jusqu'où est-ce qu'on peut sécuriser ce genre de choses? Ce n'est pas le sujet de ce talk, mais quand vous parlez crypto-terminal, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des méthodes pour attester le logiciel. Donc, de façon que le logiciel puisse éditer un code pseudo-unique qui ne puisse pas deviner à l'avance. Et ça marche pas mal. Et ce qu'on a fait aussi, c'est un peu long, mais ça marche bien. En gros, c'est des codes d'attestation que vous allez auto-générer. Et ça marche pas mal. Et il faut que la mémoire soit pas infinie, genre des mémoires de 200 kilos, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez éditer un code qui certifie que vous tournez bien le modèle. Et sur les puces aussi, on fait du PUF. On appelle du PUF dynamique. C'est quelque chose, on parlait de mémoire ce matin dans un talk, c'est des mémoires qui basculent tantôt 1, tantôt à 0, mais selon la montée, le temps de montée de l'alimentation, ça sera 1 ou 0. Et ça se fait à très faible tension. Et ça vous donne une réponse dynamique. Et ça marche très bien sur les Arduino. Donc ça permet de tracer un Arduino. Et par exemple, je pense à des choses comme ça pour le luxe. Quand vous avez un device, pour éviter qu'un Chinois vous fasse la même chose, c'est déjà pas mal d'avoir une méthode pour extraire une identité sur le processeur. Parce que vous allez défaire dans la chaîne de distribution, je pense aux militaires aussi, vous allez défaire mais les attaques par supply chain. Donc, arriver à avoir une identité sur le processeur, physique, celle-là, c'est déjà pas mal. Mais alors, le téléphone, pour moi, le téléphone, c'est un truc... je peux vous dire que j'ai expertisé parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques et Calypso, qui est la société qui fait l'application Navigo pour la RATP. Calypso avait pensé à développer, à mettre une application pour les téléphones pour qu'en gros, dématérialiser une carte Navigo sur un téléphone. Bon, quand ils ont compris ce que c'était que la sécurité Android, ils ont rapidement compris parce qu'initialement, ils portaient, comme la carte Navico est écrit en Javacard, ils pensaient à un simple portage. En gros, un simple portage. Mais quand ils ont vu les applications, le problème de sécurité que ça posait, ils ont abandonné. Et à un moment donné, évidemment, ils se sont dit, la clé, on va la mettre dans un TE parce que c'est ce qui existe pour Android. Et pour Apple, il faut téléphoner à Apple. Voilà. Donc le téléphone, c'est un problème pour moi. Ça, sauf être Orange et avoir une carte SIM, ou en l'occurrence, être le fabricant du processeur pour avoir accès à un TE. Mais c'est pas la même sécurité. Donc, on est d'accord sur le fait qu'une puce, c'est ce qu'on veut faire. C'est votre puce dans l'Internet à pas cher. Et c'est multitenante. Ça veut dire qu'un HSM, si vous voulez, c'est le fabricant de HSM ou l'exploitant, que ce soit Thales ou Microsoft ou Google, il vous dit c'est sécurisé parce que c'est sécurisé. Et vous mettez votre application partagée avec plein d'autres dedans. Et donc voilà, donc c'est du single tenant. Donc là, ce qu'on veut vraiment faire, c'est votre application, elle est dans une puce et vous croyez à la puce. Si vous ne croyez pas à la puce, si vous n'est pas sécurisée, ça n'a pas de sens. Ce qu'on veut faire, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. On est un peu pris par le temps. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser à Pascal Urien lors de la pause. On remercie encore l'orateur.